et bonjour à tous. Vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, on va suivre les traces de deux skieurs de Pentraide. À ma droite, Vivian Brochet. Bonjour Vivian. Bonjour. Bienvenue, guide de haute montagne, une des références dans le monde de la Pentraide depuis plusieurs années, plus de 80 premières, je crois, au palmarès. Ça a peut-être augmenté depuis. Ouais, je ne suis pas vraiment dans le fait de compter tout le temps, mais oui, c'est à peu près ça. Ça fait en tous les cas bien 20 ans maintenant que je pratique. Ça ne me rajeunit pas trop, la mais Pentraide, 20 ans. Ouais. Alors, vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Lui, c'est la première fois qu'il vient. À ma gauche, Tom Lafaille. Bonjour Tom. Bonjour Thibaut. 22 ans seulement et déjà aussi un beau palmarès en ski extrême, avec notamment la descente cet été d'un 8000. On en parlera au cours de cette émission. Alors, vous n'êtes pas tous les deux de la même génération, c'est pas faire offense à Vivian que de dire ça, mais vous êtes tous les deux de la même vallée, celle de Chamonix. Vous avez grandi au pied du Mont Blanc. Vivian, vous êtes guide de haute montagne, donc un alpiniste aguerri, mais avant de jouer du piolet, vous étiez plutôt un compétiteur acharné en ski. Hein. Ouais, c'est vrai que ma formation, elle vient de là. C'est de la compétition en ski alpin. Et en fait, ça m'a toujours servi tout au long de mon évolution dans le ski de Pentraide, cette formation un peu technique. Et je pense que c'est ça que j'ai toujours voulu développer dans mon ski. Et voilà, donc oui, la compétition, ça a occupé pas mal de mes années. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Tom aussi, parce qu'après avoir été compétiteur, j'ai été entraîneur. Et comme entraîneur, j'ai eu Tom. Donc ça c'est ça qui est le plus joli, et c'est qu'après, en tant qu'entraîneur, tu t'entraînes pour skier dans les piquets et s'exprimer au plus haut niveau. Puis finalement, après, on se retrouve en Pentraide ensemble. Et voilà, là, on fait un plateau ensemble, c'est que du plaisir, ça. Il était comment comme coach, Vivian, quand vous faisiez, vous aussi, Tom, du ski de compétition? Ouais, t'es plutôt cool, hein. Il était plutôt cool. Ouais. Non, ouais, c'est marrant, ouais, c'est super souvenir, ouais. Vous rêviez de faire les JO, Vivian? J'ai lu ça dans un interview. C'est vrai que j'avais ça en moi, en fait. Ouais, ça m'a toujours fait rêver. J'aurais voulu être un grand champion en ski alpin, ouais, quand j'étais plus jeune. Bon, après, je pense que j'y ai jamais vraiment cru. J'en rêvais, mais j'y ai jamais vraiment cru. Et d'ailleurs, c'est plutôt à travers la Pentraide où je me rends compte que, par contre, j'ai été beaucoup plus déterminé dans mes projets en Pentraide que ce que je l'étais en ski alpin. Donc, alors qu'on est dans un environnement où il n'y a pas de compétition, c'est beaucoup plus de la liberté. Mais finalement, ouais, la motivation et la détermination, elle te pousse beaucoup plus loin en montagne. Bon, Pentraide n'est pas au programme des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si elle le sera un jour. Ça m'étonnerait. C'est peut-être pas mal d'ailleurs. Le ski alpinisme va faire son entrée normalement au programme olympique prochainement. Tom, vous êtes venu à l'escalade et à l'alpinisme un peu tard finalement pour un enfant de Chamonix, j'ai envie de dire. À l'alpinisme, oui, et à l'escalade aussi, ouais. Je grimpais gamin quand j'étais en famille avec mon père, et puis après, ouais, j'ai arrêté. Je suis revenu autour de mes 13-14 ans, vraiment. Où là, par contre, je suis vraiment tombé dedans, et ça m'a plu, et j'ai accroché, ouais. Et il a fallu annoncer à votre coach de ski que vous arrêtiez le ski pour vous consacrer à la C'est vrai, ouais. C'est vrai en plus, c'est vrai. Puis c'était un peu les années où il y a potentiellement il y a le pôle, il y a c'est le moment il y a une où opportunité où il faut choisir. Voilà. Donc non, je suis parti après direct 100% dans la grimpe, où j'ai pas fait très long. Et puis je pense qu'il y a un moment, j'en avais marre aussi de la compétition, quoi. Il y a un moment, c'était plus... Donc là, à ce moment-là, je me suis tourné plutôt vers la montagne, au sens large, quoi. Alors vous évoquez votre papa, hein, Jean-Christophe Lafaille, qui a été un alpiniste de très haut niveau dans les années 90 et 2000. Il a marqué de son empreinte beaucoup de montagnes, notamment les vôtres, dans le massif du Mont Blanc. On le voit là sur ces images
d'archives, grimper des faces un peu mythiques sur lesquelles j'imagine tous les deux vous y êtes également allés, notamment les ouvertures dans les grandes Joras. Vivian, vous qui êtes un peu plus âgé, Jean-Christophe Lafaille, vous l'avez connu au début de votre carrière. En tout cas, c'était un personnage qui comptait dans le monde de la montagne de l'époque. Alors, moi, je ne l'ai pas connu directement, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup connu à travers Tom, finalement, et à travers ses échanges et tout ça. Mais c'est sûr que encore et toujours, et en côtoyant aussi beaucoup Tom maintenant, il est très présent. Il est très, très présent. Alors, d'une bonne manière, et je pense que c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que cet esprit pionnier et l'esprit qui a marqué la montagne d'avant, elle continue à inspirer les nouvelles générations. Donc, en fait, voilà, je pense qu'on a tous la passion de la montagne, et je pense que c'est ça que l'héritage qu'on a de Jean-Christophe, je pense. C'était un adepte des ascensions en solitaire, sans oxygène, sur les plus hauts sommets de la planète. Hein. Et d'ailleurs, il a disparu en janvier 2006 au Makalu, dont il tentait l'ascension en hiver. On n'a jamais retrouvé son corps. Il avait 40 ans. Vous aviez à peine 5 ans. Tom, ouais. Vous gardez quand même des souvenirs de votre père sur vos premières années ? Grâce à des photos, à des images, oui, j'ai quelques souvenirs. Après, c'est pas des souvenirs très clairs. C'est pas des souvenirs très précis. J'ai quelques souvenirs, mais c'est pas des souvenirs très précis. Mais grâce à toutes les images qu'on a, les photos, les vidéos, ses écrits, on a quand même un bel héritage. Ouais. Ouais. C'est un nom difficile à porter quand on est un jeune et qu'on se lance dans le même registre que son papa, qui a autant marqué que ça sa génération. C'est pas facile. C'est pas facile. Après, aujourd'hui, je fais aussi des choses différentes. Du coup, ça aide aussi, mais non, c'est pas toujours facile. Ouais. Oui, parce que Jean-Christophe Lafaille était très fort dans beaucoup de disciplines de montagne, mais je ne suis pas sûr qu'il était un grand adepte du ski de pentraide. Non, je ne suis pas sûr non plus. Ouais. Je ne pourrais pas le confirmer, mais je ne suis pas sûr non plus. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette discipline qui reste quand même une discipline extrême ? Ok, on fait du ski alpin, du slalom, des choses qui sont techniques mais assez classiques. Le ski extrême, il faut quand même passer un cap, notamment peut-être dans sa tête. Ça a été assez logique. Je faisais de l'alpin gamin. J'ai grandi avec le ski alpin. Et puis il y a eu un moment, voilà, je me suis tourné vers l'escalade et la montagne. Et puis en fait, il y a un moment... Tu combines les deux, tu aimes la montagne et le ski. En fait, c'est parfait, c'est la discipline. Ouais, voilà, ouais. c'est du ski, mais c'est quand même bien montagne. Ah oui, oui, on peut le dire ça. Vivian, à partir de quelle inclinaison de pente on considère qu'on est dans du ski de pentraide ? Logiquement, à peu près, je dirais 40 degrés, à peu près. Donc, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais globalement, une piste noire, c'est 30 degrés. Ouais, à peu près, oui, c'est les bonnes pistes noires. Ouais. Voilà, bonne piste noire. Et après, c'est vrai que l'inclinaison de la pente, ce qui va beaucoup varier aussi, c'est l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir vraiment des pentes qui sont raides, mais où il n'y a pas de rochers, où il n'y a pas de barres rocheuses. Là, tout de suite, c'est pas pareil. Dès que tu vas mettre un petit peu des cassures, des barres rocheuses, etc., donc un peu... en fait, finalement, on a été obligé d'aller dans ce registre-là pour continuer à ouvrir des nouveaux itinéraires, continuer à un peu cultiver cet esprit pionnier. Et finalement, c'est du ski hyper aérien sur des vires. Donc, tu peux avoir des vires qui sont vraiment pas raides, mais par contre, qui sont très aériennes. Donc, au final, voilà, je crois que les années, on va dire, entre 80 et 90, le Graal, c'était le 60 degrés. Et au fur et à mesure, maintenant, c'est plus des lignes qu'on va chercher que vraiment de la pente. Inclinaison, ouais. Ça s'apprend dans les clubs de ski, par exemple, le ski de pentraide, ou c'est vraiment quelque chose que chacun développe de son côté ? Ce qui s'apprend, typiquement à l'ENSA, on travaille le virage pentraide, par exemple, qui a un mécanisme, une technique particulière pour faire un pivotement très court et faire des virages dans très peu d'espace. Donc en fait, ça, c'est une technique qui s'apprend. Et d'ailleurs qui peut te faire évoluer, ne serait-ce que quand tu es un skieur sur piste. Savoir faire un virage pentraide, c'est pas que en pentraide, c'est aussi pour passer des passages étroits, skier en forêt par exemple.
Voilà, c'est vraiment un mécanisme qui te permet de pivoter sur place quasiment. Donc oui, on s'entraîne un petit peu comme ça. Et maintenant, ce qu'on commence à développer là sur Chamonix, je travaille moi avec la Chamoniarde, qui est un organisme de prévention. Et on fait des stages qui s'appellent Step by Step. Donc ça, c'est réservé. Alors on a 2 stages, 14-19 ans, enfin 14-18 ans et 18-25 ans, où là, on fait de la formation au ski de pentraide, ouais. Alors l'ENSA, c'est l'organisme qui forme les guides de haute montagne. Vous êtes passé par là il y a quelques années. Tom suit également les traces de Vivian, puisque vous aussi, vous êtes aspirant guide et bientôt guide de haute montagne. On vous a demandé dans la liste de courses pour valider le premier cap des descentes en pentraide, ou ça ne faisait pas partie des exigences? Alors, dans la liste d'entrée au probatoire, pour le probatoire, ouais, enfin, on n'est pas obligé de mettre des descentes de pentraide, mais il y a une liste ski à faire, ouais. Et forcément, il y a un petit peu de pentraide, ouais. Alors, c'est pas une discipline quand même à pratiquer à la légère. Vivian, vous parliez de l'exposition. La chute est souvent prohibée dans ce type d'activité parce qu'elle est parfois fatale. Bah, ça dépend, encore une fois, ça dépend les itinéraires. Hein, et en fait, ça dépend aussi les endroits dans ton itinéraire. C'est pour ça que, en fait, on essaye vraiment de s'obliger au maximum de grimper nos itinéraires avant de les skier pour pouvoir repérer les endroits clés qui sont importants. Tu as des endroits où finalement c'est pas très dangereux et si tu te mets un roulé-boulet, ça va, tu t'en sors. Mais il y en a d'autres, là, faut pas tomber. Faut vraiment pas tomber. Donc faut être capable d'identifier ces endroits-là et être bon au bon endroit au bon moment. Ouais. On vous voit, Tom, dans la descente du Mont Malais, dans le massif du Mont Blanc. Vous y pensez à la chute, à la prise de risque quand vous êtes comme ça en action, ou vous arrivez à faire abstraction complètement? Souvent, on fait quand même... Alors, on se sent exposé. Il y a des moments plus que d'autres. Et ouais, alors, non, j'y pense. Il n'y a pas le moment de coup de flip, des fois, où vous dites, qu'est-ce que je fais là Il y a des petits moments, ouais. Il y a des petits moments comme ça, où, mais c'est plutôt quand on va... Voilà, quand on se sent vraiment exposé, qu'on sent qu'on va un petit peu chercher un petit peu plus, il peut y avoir ce petit... Mais c'est pas ce qu'on va chercher. C'est que souvent, si on a un petit peu ce coup de flip et qu'on n'est pas bien, c'est quand même pas bon signe, ouais. C'est quand même pas bon signe. Alors vous disiez, Vivian, les précurseurs de la pentraide ont écumé tous les grands itinéraires classiques du massif du Mont Blanc. Donc, pour vos générations, il faut aller chercher des nouvelles lignes. Il reste encore des choses à découvrir, des premières à faire, notamment dans le massif du Mont Blanc, où ça commence à être un peu compliqué? Non, il en reste. Alors, c'est sûr que c'est vraiment des combinaisons de ski, d'alpinisme, de traversée, des connexions. Je pense aussi que, en fait, l'effervescence un peu des nouvelles disciplines, c'est-à-dire un peu le parapente, amène aussi des nouvelles choses. C'est-à-dire que ça peut permettre encore des connexions. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que les enchaînements que pouvait faire un Jean-Marc Boivin, ou même tout à l'heure on parlait des grimpeurs. Enfin, il y a déjà plein de choses qui se sont faites avec cet outil-là, mais maintenant j'ai l'impression que ça s'ancre un peu plus. Et moi, j'étais encore en montagne ce matin, je croise des jeunes au jour d'aujourd'hui, ils savent tout faire. Ils vont skier, ils vont grimper, ils vont voler en parapente. Enfin, ils ont un panel qui est extrêmement large. Mais bon, après, tu peux avoir un panel très large. Il faut quand même cultiver aussi quand même de l'expérience montagne, dans chaque discipline, qui est quand même importante. Ouais. Je crois que vous faites du parapente, Tom. Un petit peu, ouais. Enfin... Ouais, je vole en montagne, ouais. Vous préférez redescendre quand même plutôt en ski qu'en volant quand les conditions sont bonnes? Pour skier, quelque chose de sympa, ouais. Vivian évoquait la technique. Est-ce qu'elle a évolué depuis, on va dire, les années 70-80? J'ai quelques images de Pierre Tardivelle, qui était l'une des références de la pentraide à ces époques, hein, notamment dans les années 80. Aujourd'hui, on skie de la même façon ou les choses ont changé? Ce qui évolue beaucoup, non, c'est pas trop la technique, c'est plutôt l'approche des conditions qui a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Moi, je me souviens quand je commençais un peu à skier en pentraide, il y avait un espèce de petit combat entre pentraide, freerider, les freeriders.
Ils font pas de la pente raide, etc. Et finalement, le freeride a apporté beaucoup de choses aussi à la pente raide. C'est-à-dire que, en fait, ça a amené le fait de skier plus vite dans les itinéraires et aussi dans des conditions de neige qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que, on va dire, dans les années où on voit les images un peu avec Tardivelle, là, c'était plutôt une neige de printemps qui était favorisée. Maintenant, ce qui se passe beaucoup, c'est que c'est vraiment une neige hivernale. Donc, bon, ça fait qu'on arrive à skier globalement toute l'année. Mais voilà, ce qui a beaucoup changé, c'est ça, c'est cette approche des conditions. Alors, qui est bien, et il y a aussi des choses moins bien dedans, hein, parce que finalement, qui dit neige hivernale dit tu t'exposes beaucoup plus à un risque d'avalanche. Et ça, pour moi, au jour d'aujourd'hui, le fait de skier vite en pente raide, c'est quand même réservé à une toute petite élite de skieurs. On a l'impression que c'est ouvert à tout le monde, mais non, skier vite dans une pente et gérer un slough, donc des coulées de surface, ça, c'est réservé à vraiment une poignée de skieurs. Donc voilà, clairement, moi je sais que c'est pas vraiment mon style. Moi je sais que j'ai plutôt une vision assez traditionnelle de la discipline. J'aime bien ce que faisaient les anciens et j'aime bien rester là-dedans. Skier de la neige de printemps, neige dure, béton, ça me va très bien. Là on voit justement parmi les anciens Jean-Marc Boivin, qui lui aussi était un adepte de la pente raide. Le matériel, on a vu les chaussures d'époque, c'est là aussi une évolution ou finalement vous pourriez faire la même chose avec leur matériel? Non, c'est sûr que là, le matériel a quand même vraiment évolué. Et là, et en plus des très longs skis, des chaussures rigides, la fixation, nous, c'est sûr qu'on est beaucoup plus léger, qu'on utilise des skis aussi plus courts. Ça serait d'ailleurs intéressant d'aller revisiter des itinéraires avec le matériel d'époque. Ça pourrait être très sympa. Ouais, c'est sûr que voilà, on n'a pas le même matériel. Il y a une différence aussi entre cette époque-là et puis aujourd'hui, c'est que par exemple Jean-Marc Boivin qu'on a vu dans la face sud de l'Aiguille du Moine, là, sur ces images, il était monté en hélicoptère au sommet. Hein. Ça fait plus partie des usages, Tom, où vous seriez tenté encore si c'était possible? Ouais, pas trop, ouais. Non, pas trop. Je serais même pas tenté, ouais. On se posait pas de questions à cette époque-là. Ça faisait partie de la pratique courante de monter au sommet de la Verte depuis Chamonix et puis de faire une descente de couloir. Il y a eu on va dire, une époque où en fait ça se faisait comme ça. Puis finalement, c'était... Là, il y a peu de temps, on a sorti un film portrait sur l'Aiguille Verte. Donc il y a toutes les images un peu d'archives. Donc des images avec Serge Cacharosset qui avait fait la première descente du couloir couturier à l'Aiguille Verte. Et voilà, à cette époque-là, ça ne se posait pas trop de questions, mais peut-être qu'il la referait aujourd'hui, il la referait en alpinisme. Donc voilà, je pense que oui, maintenant on est quand même plus attaché, entre guillemets, au fait de grimper. Finalement, la montée est autant intéressante que la descente. C'est plutôt un peu le voyage entier qui va nous intéresser. Alors, Jean-Marc Boivin avait réalisé donc en 1987, c'est les images qu'on a vues, la première descente à ski de la face sud de l'Aiguille du Moine. Et 3 de vos copains, chamonniards, ont réédité cette descente cet hiver. On voit les images à Jules Saussier, Damien Arnaud et Aurélien Lardy. Une descente qui demande un gros niveau d'engagement. Vous l'avez déjà faite, vous, Vivian, cette face sud de l'Aiguille du Moine? Non, moi, la face sud, je l'ai pas faite. J'ai fait des itinéraires à côté, un peu en dessous. Et je sais que Tom y était, et je pense d'ailleurs s'il y a des traces qui sont devant, c'était des traces de Tom juste avant. Ouais. Vous êtes monté avec eux? Non, on y était 2 jours avant nous. En fait, on était 2 jours avant Aurel et Jules. J'étais avec une amie, Faye Menners, et on avait skié 2 jours avant. Donc vous les avez il vient expliquer le risque, enfin la prise de risque là sur ces corniches où des deux côtés on a beaucoup de vide. Alors ouais, alors le haut est assez raide. La première pente, les 15 premiers mètres sont assez raides et très expo. Ouais. Assez raide pour un skieur de pente raide, ça veut dire très raide. C'est raide, ouais. J'étais même un peu étonné. J'ai dit, c'est raide. Le premier virage du sommet est raide. Et après, la suite reste soutenue. Hein. Reste soutenue et on est toujours bien exposé, ouais. Ça, c'est clair que...
Alors quand on skie des aiguilles rocheuses, il faut parfois aller chercher la neige au milieu des cailloux. On vous voit là, Tom, sur un autre sommet du massif du Mont Blanc. Je crois que c'est du côté de la dent du géant. C'est pas plus simple de déchausser à ce moment-là que de passer avec les skis? Bah, déchausser, alors déjà, nous dans notre éthique de ski, parfois, on veut pas. On aime bien aller gratter un peu. Et puis en fait, on perdrait même du temps de déchausser, de remettre des crampons, de désescalader. Et là, on est sur des lignes qui sont presque un peu des entraînements. Donc on aime bien se mettre un peu dans le dur et puis voir les limites. Ça vous plaît aussi, Vivian, ce type de passage? Ah bah moi, je dirais que je l'ai quand même beaucoup développé, le dry skiing. C'était dans un film qui s'appelle T'es pas bien là, qui a beaucoup tourné. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, et on était déjà dans des trucs de désescalade, je skiais beaucoup avec Kylian Jornet à cette époque-là. Et ouais, je l'ai bien vachement développé cette technique, et c'est vrai que voilà, suivant où tu le fais, pas partout non plus. Bon, le massif du Mont Blanc avec des sommets à plus de 4000 mètres ne nécessite pas forcément d'aller chercher ailleurs du ski de pentraide. Pourtant, dans des massifs moins élevés, on peut trouver des descentes à réaliser. J'ai des images du mont Bilia. Alors, c'est dans le Chablais. Vous avez skié tous les deux. On voit cette ligne il y a 2 ans, je crois que c'était en 2021. Là, pourtant, on est à moins de 2000 mètres d'altitude au sommet, Vivian. Ça, c'est des petits trésors. Hein. Ça, c'est des petits trésors qu'il y a pas très loin de la maison. Et en fait, nous, on a à la fois cette chance d'être né à Chamonix et d'avoir la verticalité des montagnes. Et en fait, on porte ça en nous. Mais au final, quand on va chercher un peu dans d'autres massifs, un peu plus bas, des lignes un peu esthétiques comme ça, on est hyper heureux d'aller découvrir ça. Comment vous les repérez, ces lignes, justement on cherche. Hein. Ouais. on cherche quand même beaucoup. On passe du temps, alors soit un peu sur des applications de cartes, soit dans des topos. Il y a aussi des formes d'inspiration qui peuvent être, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent aussi un peu nous donnent un peu des idées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder un peu derrière les photos des gens. Mais la particularité de ces lignes qui sont un peu basses en altitude, c'est ce côté un peu éphémère. C'est le côté que le créneau, il est bon pendant très peu de temps. Donc c'est ça la grande différence. Et c'était pas large, cette ligne-là, en l'occurrence. On parlait de la taille des skis tout à l'heure. Là, il faut bien clair. Choisir, non? C'est clair. Non, là c'est pas très large. Il y a des... Non, c'est pas très large. Ouais. Bon, alors parfois, puisque j'évoque la taille des skis, quand on pratique le ski de pentraide, il faut être capable de passer dans des trous de souris. Vivian, ça vous aimez bien, hein? J'aime assez, c'est une espèce de particularité, je trouve. Tout à l'heure, je disais, c'est des trésors, et en fait, j'aime bien un peu ces endroits un peu atypiques, quoi. Où en fait, c'est encore autre chose que du ski de pentraide. Voilà, c'était dans les showrooms, en plus, c'est les showrooms olympiques, ça, c'est la traversée héroïque. C'est des beautés de la nature, quoi, c'est des cadeaux, donc... Alors c'est très compliqué à s'enneiger, parce qu'en fait, forcément, vu que c'est des trous, donc ça glisse dedans. Il faut vraiment que ça rentre. Alors des fois avec le vent. Donc encore une fois, ça a un côté très très éphémère. Les conditions, elles sont pas tout le temps là. Mais ce qu'il y a de beau, c'est encore une fois d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je crois que c'est ça la quête. Il y a une technique particulière pour passer ski au pied dans ces trous de souris? Celle-là, je l'adore. Ça, c'est une petite technique de désescalier. En fait, c'est quand tu n'es pas capable d'aller tout droit dans le trou, comme ça. Parce que ce jour-là, j'étais avec Léo Slemet. Léo Slemet, il est ancien champion du monde de freeride. Lui, il est passé tout droit, sans problème. Sauf que derrière, il a quand même tremblé un peu. Mais bon, voilà, moi... J'y vais un peu plus tranquille. Et ça passe très bien aussi. Et ça passe très bien. En fait, à chacun sa méthode. Mais au-delà de ça, c'est ça qui est hyper intéressant à travers le ski de pentraide, le ski de montagne, c'est que tu peux développer plein de petites techniques. Alors déjà pour prendre soin de toi et ta sécurité. Et puis aussi pour savoir utiliser tes skis. C'est un peu c'est le prolongement de toi-même, quoi. C'est des petits outils qui te permettent de faire du franchissement.
Alors, Tom expliquait qu'un skieur de pentraide, il n'aime pas trop déchausser. Parfois, le trou de souris est tellement petit qu'il faut quand même enlever les skis, Vivian. Ah oui, ça c'était des belles images. Ça c'était au Chardonnay avec Kilian Jornet. C'était il y a déjà quelques temps et ouais, là on n'arrivait pas à skier là. On n'arrivait pas à skier, donc on avait dû passer à l'intérieur, ressortir derrière. Ça c'est des très beaux voyages qu'on a pu faire dans l'aiguille du Chardonnay, qui étaient au départ des voies historiques d'alpinisme et en fait très souvent c'était aussi les voies historiques d'ascension en alpinisme qui étaient un peu perdues dans l'oubli des montagnards, enfin des alpinistes, donc un peu dans l'oubli de tout ça et revisiter avec les skis au pied, ça en fait des itinéraires qui se répètent chaque année. Et je crois que c'est ça la belle évolution de la discipline. C'est un bon skieur de pentraide, Kilian Jornet? Eh ben, Kilian, il a énormément progressé. Pour d'autres choses, mais... Non, moi, les premières descentes que j'ai fait avec lui, c'était en 2012 et jusqu'à 2016, on a beaucoup skié ensemble. Et en 2016, c'était plus du tout le même skieur qu'en 2012. Il a des capacités aussi d'apprentissage extrêmement très très rapides et il est devenu extrêmement fort. Il a d'ailleurs réalisé une descente en Norvège, le Troll Wall, qui est franchement vraiment costaud. Ouais. Alors même si on peut pratiquer le ski de pentraide à moins de 2000 mètres d'altitude, on l'a vu, ou dans des trous de souris, on a quand même plutôt tendance à regarder vers le haut quand on fait des exploits comme les vôtres. Tom, je ne sais pas si c'était une question de gêne, mais vous aussi, vous avez cédé à l'appel des 8000. Vous êtes parti cet été pour votre premier 8000 au Pakistan. Le Broad Peak, 8051 mètres. C'est une montagne qui inspire les Français. Elle a été survolée il y a quelques années. On voit les images par le Français Antoine Girard en parapente. Il est devenu le premier parapentiste à franchir la barre des 8000 mètres. On voit ce sommet paraît assez bon enfant vu comme ça, vu d'en haut. Le sommet a aussi été escaladé, le Broad Peak, au pas de course par Benjamin Védrine avec un décollage ensuite de tout en haut pour une descente express jusqu'au camp de base. Vous, Tom, sur ce Broad Peak, vous n'aviez pas emmené le parapente? Et non, j'avais pas pris le parapente. J'avais les skis. Les skis. Ouais. L'objectif, c'était de pouvoir le descendre à ski. Et l'objectif, c'était vraiment de skier. Aller sur un 8000, ça m'intéressait s'il y avait le côté ski. Ouais. Ça, c'était clair. Et c'était une super expérience. Et on a eu une expé qui était compliquée. On a eu beaucoup d'aléas, de perte de matériel, de perte. On s'est fait déchirer une tente avec tout notre matériel dedans. Du coup, on a perdu. Il y a eu des conditions quand même météo compliquées dans le Karakorum cette année. Et du coup, on a quand même vécu un truc qui était pas facile. Ouais. C'était votre première expérience à si haute altitude. Vous aviez fait le choix d'y aller sans oxygène aussi? Ouais, exactement. C'était... oui. Puis, c'est même pas un choix, c'est un... Vous imaginiez pas faire autrement? Non. Pas du tout, ouais. Ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous regarde peut-être. Ouais, peut-être. Et puis voilà. Et puis moi, j'ai grandi avec cette vision très... ouais. C'est pas possible. Ouais. Pour moi, c'est pas possible. Benjamin Védrine avait mis 7h28 pour aller du camp de base qu'on a vu jusqu'au sommet. Alors, c'est un record de mutant. Ouais. Vous, il a fallu combien de temps pour gravir cette montagne? Et nous, il nous a fallu... nous, on a pris une nuit à la descente. Donc 3 jours, 2, presque 4 jours. Presque 4 jours. Parce que, alors nous, on avait perdu tout notre matériel. Donc on a dû, quand on est reparti du camp de base pour le sommet, on est parti avec tout sur le dos. Donc on est parti avec la tente, le duvet, on est parti avec des sacs de plus de ouais. Alors, on voit là, vous êtes bien chargé, plus chargé que Benjamin Védrine. Là, on partait pour le sommet. Et en plus, en fait, on était redescendu l'avant-veille de notre dernière rotation.
Et la fenêtre météo, on voyait 3 jours de fenêtre météo. Et on était éclatés, on était cuits là. Alors, vous étiez avec une jeune skieuse polonaise, hein, ouais, c'est ça qui vous exactement, accompagnait. ouais. Elle aussi bien chargée. C'est Ouais. le problème de la pentraide, c'est qu'il faut avoir double matériel sur le sac. Ouais, et puis c'est pas facile à gérer non plus quel matériel on utilise. Les chaussures, elles sont pas faites pour aller à 8000. Du coup, faut tout plein de petits trucs, des guettes, on rajoute en fait un petit peu des petites difficultés aussi, ouais, c'est clair. Puis on l'a vu sur les images, il n'y avait pas de Sherpa pour porter Non. les sacs. L'objectif, c'était d'être le premier Français à descendre le Broad Peak à ski. Ça n'avait jamais été fait par un Français? Alors c'était pas l'objectif, moi c'était vraiment d'expérimenter le ski à de haute 8000, altitude. voilà. Et là il s'avère que alors le Broad Peak, quand on lit des récits, c'est considéré un peu comme un 8000 facile entre guillemets parce qu'il est relativement bas, mais en fait déjà à skier c'est vraiment pas facile. Ça c'est à 8000, ça c'est sur l'arête du sommet. Et là, ça ressemblerait un peu à l'arête de l'aiguille du Midi, avec des grosses corniches à droite, de la neige comme on trouve à 8000, donc pourri, carton, toujours expo. Donc à 8000, non, c'est pas le 8000 le plus skiant en tout cas, ça c'est sûr. Et puis, vous êtes sans oxygène. On sait que les capacités physiques sont amoindries, même les capacités mentales à cette altitude-là. On le ressent quand on est sur les skis, qu'on n'a pas tous ces moyens. Ouais, on le ressent carrément. On le ressent. Alors moi, au moment où on chausse les skis, moi, je me suis senti bien. Voilà, j'ai chaussé et il y a tellement d'expérience. Ouais, voilà. J'ai le sentiment que j'ai eu un sentiment de sécurité, quoi. J'ai chaussé, j'ai dit ok, là, je sais faire. Mais oui, on le ressent, on ressent même physiquement, on ressent que ouais, tout notre corps. Et puis le Broad Peak, c'est particulier parce qu'on passe du temps à 8000 aussi. On est sur une arête, il y a le Rocky Summit et il y a le vrai sommet. Et du coup, je pense qu'il y a presque 2 km à 8000. Et en fait, c'est super long. C'est super long. On est dans le registre de la pentraide aussi sur ce type de montagne. On vous voit là dans ce couloir. Ouais, carrément. Il y aura des zones moins raides. Mais là, il y a plus de 3000 mètres de pente. Globalement, si on se met un roule-boule du sommet, on finit au camp de base. Donc, et là, il y a des sections, il y a des zones où on était même assez loin de la voie normale. Donc, pendant 1500 mètres, on s'éloigne complètement de la voie normale. Et on rentre à vue dans ces itinéraires aussi. Et cette section-là, entre le camp 3 et le camp 2, finalement, c'est déjà une descente en elle-même, ouais. C'est un peu, c'est un peu raide. On a des gros sacs. On est cuit. Donc, non, c'est sûr qu'il y a une part de... Ouais, c'est de la pente raide aussi, ouais. Bon, vous l'avez descendu, cette montagne, jusqu'en bas. C'est un sommet, le Broad Peak, que votre père avait gravi en 2003. Ça s'est pas super bien passé, d'ailleurs, si je me souviens bien, pour lui, sur cette montagne. Ouais, c'est clair. Il avait fait un œdème pulmonaire. Il avait enchaîné, en fait, Dhaulagiri, Nanga Parbat et Broad Peak. Et je pense qu'il était cuit. Il était cuit et il a fait un œdème au sommet du Broad Peak dans la descente. Et il est tombé dans une crevasse. Il s'en est sorti. C'était Denis Roubko, que d'ailleurs j'ai rencontré à Skardou. Quand je suis arrivé à Skardou l'année dernière, on s'est croisés, on était dans le même hôtel, donc c'était très cool de le rencontrer. Et ouais, il a failli... il n'était pas super bien, ouais. Vivian, vous avez déjà skié si haut, à 8000 ? Non. Alors moi, j'ai fait 2 expéditions à 8000, mais toujours... alors déjà au Népal, une à l'Everest avec Kilian Jornet et une autre au Dhaulagiri plus récemment. Qui n'avait jamais été skié, je crois. Qui n'avait jamais été skié à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, on avait pris une option d'y aller à l'automne. À chaque fois, j'ai été à l'automne.
au Népal et à chaque fois, j'ai rencontré trop de neige. Et trop de neige dit forcément risque d'avalanche, donc du coup, tu fais quand même beaucoup demi-tours, etc. Et donc, le Dhaulagiri a finalement été skié au printemps, donc le printemps dernier. C'était une super belle réalisation. Et voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Pakistan. Et c'est vrai que quand je vois justement le genre de conditions qu'ont pu trouver Tom ou les dernières réalisations qui ont été faites, il y a Andrei Bargel qui est un grand skieur au jour d'aujourd'hui qui est un peu dans... Voilà, qui skie beaucoup à 8000. Je pense que le Pakistan, l'été, a l'air d'être assez bien pour skier en tout cas. Bon, là, on voyait vos images du Dhaulagiri je crois que c'était à l'automne 2022. C'est ça. Et bon, vous aviez quand même pu glisser. C'était pas le sommet du Dhaulagiri, mais vous vous êtes fait quelques descentes quand même sympas sur ces montagnes. Oui, on avait pu glisser. Alors forcément, en fait, tu as toujours envie de plus parce que une expédition, tu pars quand même au minimum entre 6 à 8 semaines de la maison. Donc c'est vrai que tu as quand même l'envie de pouvoir optimiser au maximum ton voyage. En plus, c'est quand même un peu c'est quand même un peu loin de la maison. Donc j'aurais aimé encore skier plus parce que finalement, un peu plus bas en altitude, on avait des très très bonnes conditions de neige. Et je pense que des fois, quand les conditions elles sont pas au top à plus haute altitude, finalement d'ouvrir ses yeux sur des sommets un peu moins hauts, c'est aussi très sympa. Mais voilà, on avait fait du beau ski quand même. Pas le ski qu'on venait chercher, mais c'est quand même un bon souvenir. Bon. Tom évoquait le sauvetage de Jean-Christophe sur le Broad Peak. Vous aussi, vous aviez eu chaud, je crois, sur le Dhaulagiri. Ouais, Dhaulagiri, justement, on s'était fait emprisonner un peu par la montagne par rapport aux risques liés à la neige et puis aussi, quelque part, peut-être emprisonné par nos peurs, je pense. Voilà, tout ce qu'on essaye de mettre un petit peu de côté chez nous dans les Alpes entre risques liés à la neige, sérac, grandes montagnes, etc. Enfin, là-bas, en fait, il faut que tu l'acceptes. Il n'y a pas le choix. Sur les 8000, quelque part, il faut vraiment accepter de mettre un engagement qui est quand même plus haut. Alors, si en plus, tu n'as pas les conditions qui sont bonnes, tu passes pas d'une super nuit, quoi. Donc donc bon, on a vécu un peu ça et c'est vrai que le fait de le vivre, t'as pas forcément envie de le revivre après. Mais c'est toujours des expériences forcément quand ça se passe bien, que ça se termine bien et que toute l'équipe rentre tranquille à la maison. Voilà, c'est que de l'apprentissage. D'autres projets en Himalaya ou pour l'instant c'est pas d'actualité? Himalaya, pas tout de suite pour moi, en tous les cas. Les Alpes, encore. Parce que mine de rien, même après avoir skié 20 ans, essentiellement autour de la maison presque, je dirais. Bon, bien qu'il y a quand même eu des expés, il y a eu des voyages, etc. Et mine de rien, depuis les 4-5 dernières années, il y a quand même... je m'ouvre quand même beaucoup plus aux Alpes et au sommet un peu haut, les 4000 qui m'intéressent. Et il y a beaucoup à faire. Donc voilà, dans tous les cas, cette année, je vais être concentré là-dessus. Tom, envie d'y retourner à 8000? Ouais, certainement. Ouais. Certainement. Il y a une voie sur le Nanga Parbat qui porte votre nom. Ouais. Ça vous donne envie d'y aller sur cette montagne en particulier? Et oui. C'est votre père qui a donné ça me donne envie, ce nom à cette voie. Ouais, complètement. Qui est à gauche de la Kinshoffer, de la voie normale. Et oui, ça me donnera envie, en tout cas, de voir la ligne. Voilà, d'avoir une idée de ce qui... Ah ouais, ça c'est... Alors, Jean-Christophe Lavallée, qu'on voit sur ces images, il avait l'ambition de gravir les 14 sommets de la planète et de devenir le premier Français à réussir cet exploit qui avait été réalisé pour la première fois en 1986 par Reinhold Messner. Bon, il est mort, je crois, sur son 12e sommet. Il aura fallu attendre 40 ans après Messner pour qu'un Français arrive à boucler ces 14 8000. Alors, c'est une Française.
en l'occurrence une femme qui devance les hommes dans le milieu de l'alpinisme, c'est pas banal. Et elle a d'ailleurs terminé cette ascension l'été dernier par le Nanga Parbat. On va voir quelques images. Elle s'appelle Sophie Lavaux. Alors c'est pas une alpiniste professionnelle. En tout cas, elle pratique la montagne, l'himalayisme, avec tout l'aspect commercial que peut représenter ses experts, des Sherpas, des voies équipées. Mais elle a quand même réussi à enchaîner ces 14 8000. La performance a été différemment appréciée dans le milieu de la montagne. Vivian, comment vous l'analysez, vous Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que, en fait, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, alors déjà que ce soit une femme, je trouve ça magnifique. Ouais, ça fait un beau clin d'œil dans ce milieu. Et puis d'un autre côté, je la connais pas du tout, mais je me dis que c'est surtout un projet de vie qu'elle a eu. Et c'est ça que j'aime bien. Et d'aller accomplir, en fait, c'est un accomplissement. Je pense qu'au-delà d'être la première femme ou la première française suisse aussi, elle est franco-suisse. Ouais, elle est même canadienne, elle a 3 nationalités. Canadienne. Ouais. Avoir réalisé ça, je pense qu'au-delà de la performance, c'est ça, c'est que c'était un projet de vie sur le long cours et au final, tu te rends compte que voilà, le fait de durer, le fait de garder l'envie, d'échouer aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de sommets qu'elle a dû retourner de nombreuses fois. Je trouve que voilà, c'est d'aller au bout de ça, c'est beau. Ouais, elle a mis une vingtaine d'années, je crois, pour boucler ce périple, ou une quinzaine d'années. Tom, ces 14 8000, c'est un objectif qui pourrait vous intéresser ? J'ai envie de retourner à 8000. Après les 14, non, pas forcément, non. Mais certainement retourner, voilà, faire du ski à 8000, ça me parle. Mais les 14, c'est pas nécessairement ce que je cherche, quoi. Bon, il y a les 14 8000, il y a les 82 4000 dans les Alpes. Je sais que Vivien avait le projet de les descendre à ski, ces 4000 alpins. Ouais. Bon, c'est ça. Après, en fait, c'est surtout, j'ai vraiment l'impression que c'est de s'offrir des cadeaux, quoi, d'aller un peu sur des sommets qui sont à la fois pas très loin, mais qu'il faut quand même aller chercher. J'ai un souvenir encore au printemps dernier d'aller au Piz Bernina, d'aller skier une arête qui est plutôt connue pour les alpinistes, s'appelle la Biancogratte. J'étais tout seul, je me suis mis un voyage vraiment, vraiment magnifique et je me souviendrai vraiment de ça. Donc il y a beaucoup de belles choses à réaliser. Sur certains sommets, j'ajoute des ingrédients que j'aime bien. Un coup, on a accédé à vélo, un coup, on a accédé en train, un coup, on est rentré en canoë par les ruisseaux, enfin par les torrents. Voilà, c'est plus utiliser le terrain pour vivre des aventures. Alors, souvent on dit l'aventure devant chez soi, faut quand même aller les chercher. Ouais. Faut quand même aller les chercher. Donc oui, elles sont pas très loin, mais bon, si tu pars à pied, ça fait loin, quoi. Ils sont tous skiables depuis leur sommet, les 4000 des Alpes, ou pas? Le Cervin, par exemple, ça peut pas passer en ski d'en haut? Alors le Cervin, si. Le Cervin, depuis le sommet, ça a été fait. Alors moi j'ai skié entre guillemets seulement la face est et pas du sommet. Donc forcément, c'est vrai que si je voudrais vraiment aller au bout vraiment de ce projet, vu que c'est possible de le faire, peut-être que j'y retournerai. Pour le moment, c'est pas ma priorité. Mais non, c'est plutôt, par exemple, la dent du géant. Bon, bah là, ça devient hyper compliqué, forcément. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que sous la dent du géant, tous les versants skient et sont des très, très beaux itinéraires à ski. Donc, en fait, c'est plutôt amener une vision ski sur ces 4000, forcément en les ayant tous gravis jusqu'au sommet. Mais voilà, en restant quand même dans du convenable. Oui. Voilà. Bon. Le réchauffement climatique, est-ce que il a un impact sur votre discipline? Sur l'alpinisme, on le sait, il y a des voies qui ont changé, qui sont plus praticables. Est-ce que sur le ski de pentraide, aujourd'hui, vous voyez la différence? Alors, je me tourne plutôt vers Vivian, qui a déjà une vingtaine d'années de pratique, qui peut peut-être juger. Est-ce que c'est une activité qui pâtit de ça ou pas vraiment? En fait, il y a quand même les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des descentes qui vont et qui se sont faites ces dernières années et qui ne pouvaient pas se faire avant,
justement parce que les glaciers étaient trop volumineux et finalement, vu que les glaciers se reculent, bah, quelque part, ça ouvre des nouvelles voies, donc des nouveaux itinéraires. Donc, quelque part, c'est aussi à nous de réinventer et de s'adapter à ce qui se passe. Ça va également changer un peu aussi sur la neige, quelque part. Tout à l'heure, je disais qu'on arrive maintenant quand même un peu à skier toute l'année. Et peut-être les notions de température font que quelquefois, ça peut coller un petit peu plus. Donc voilà, il y a quelque part, là, ce que je dis, c'est plutôt des bonnes choses qui se passent pour la Pentraide, même si le sujet, il est quand même un peu moins positif. Mais ouais, ce que ça a changé, c'est à peu près c'est ça. Donc il y a encore de l'avenir, entre guillemets, pour cette pratique dans les années qui viennent. Vous avez encore de beaux jours devant vous, de belles descentes à faire. On parlait de la neige sur les différents continents. On s'est rendu compte que finalement, à 8000, c'est pas très bon. Il ne faut pas y aller pour la qualité de neige. Est-ce qu'il y a des montagnes réputées plus que d'autres pour justement avoir une bonne qualité de neige dans le monde, vous qui avez un peu baroudé? L'Alaska, ouais, j'allais dire. Moi, j'ai des souvenirs au Denali de skier une neige sans aucune cohésion, assez profonde. Et tu avais le sentiment de skier comme dans une rivière de neige. C'était assez impressionnant. Très, très froide. Très, très froide. Quand elle te remonte au visage, tu mets un moment à t'en remettre. Au Népal aussi, un coup à l'automne, à 7000, j'ai eu des sensations vraiment de neige froide comme ça, assez impressionnantes. Et la Patagonie, ça donne quoi la Patagonie? Et la Patagonie, alors pareil, oui, on a fait un super trip l'été dernier. Là, typiquement, ça, c'est une neige incroyable. En plus, c'est face au Cerro Torre. C'était des premiers. On a fait 2 nouveaux couloirs ce jour-là. Des couloirs qu'en fait, même un peu les locaux nous disaient, mais non, mais là, c'est là-bas. Jamais vous pourrez faire du ski, et au final... Ça ressemble à ça, là, quand même, ouais, ce qu'on voit. C'était absolument magnifique, ouais. Alors, fallait être un peu audacieux pour grimper quand même dedans, parce qu'encore une fois, on brassait quand même pas mal de neige. Là, on voit vos traces de montée. Nos traces de montée, et remonter, s'autoriser à remonter avec de la neige entre les genoux, au-dessus des genoux. On se l'autorise pas trop chez nous, mais finalement, ouais, là-bas, on a fait plusieurs coupes de neige un peu à la montée, tout ça. C'était qu'une seule couche de neige, il n'y avait pas de différentes, un peu des couches fragiles ou quoi. C'était quelque chose de très très léger. Donc, ouais, ça c'est des bons. Ouais, la Patagonie, c'est très sympa. Ouais. Ouais, vous étiez allé. Alors là, c'est un couloir bien skiant. Il y avait de la vitesse, mais vous étiez allé aussi chercher une ligne plus engagée sur ces montagnes. Et oui, alors ça c'est à l'aiguille Poincenot à côté du Fitzroy, et je pense honnêtement que dans cette descente, on est vraiment à la limite de, entre guillemets, un peu de l'acceptable dans le ski de Pentraide quand même. Là, c'est à la fois une vire qui est suspendue. On a vraiment eu le sentiment de skier dans un big wall. Parce que vraiment le mur de granitique il fait plus de 1000 mètres. En dessous de nos skis, il y avait 800 mètres. Et la particularité, c'est que la vire, elle te pousse vers le vide. Et donc ça, c'est quand même très, très particulier. Je pense que je me souviens quasiment de tous les virages que j'ai faits. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'en ai pas fait beaucoup, donc c'est pour ça j'ai une bonne mémoire. Mais oui, voilà, la rampe Whelan, c'était vraiment quelque chose. Et c'était quelque chose à vivre. C'était pas forcément mon projet à moi qui me faisait rêver. C'était plutôt le projet des copains que j'accompagnais, qui étaient Aurélien Lardy et Jules Saucier. C'était un peu leur rêve à eux. Et puis moi, de pouvoir les accompagner, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je pense que j'ai plus de satisfaction, en fait, c'est que le lendemain, donc on a pu skier au pied, et le lendemain, on est reparti, on a ouvert une autre ligne un peu en dessous, qui est plus skiante, moins exposée, et qui, je pense, va trouver des répétiteurs. Donc voilà, j'ai encore plus de satisfaction pour la ligne du lendemain. Bon, bah voilà, Tom, si tu veux répéter, il faudra aller en Patagonie, c'est un peu loin, mais il y a visiblement des belles choses à faire. C'est clair que ça fait envie, ouais. Là-bas.
Bon, on arrive à la fin de ce grand air. Ça passe vite avec vos images et vos récits. Une dernière rubrique avant de boucler cette émission. Allez, on commence cette Actu Montagne par une nouvelle discipline. Je l'ai choisie parce que ça va vous rappeler des bons souvenirs, les piquets. Voilà, ça vous connaissez. Mais par contre, là, ce sont des VTT au départ du slalom pour le premier championnat du monde de VTT sur neige. C'était très officiel sous l'égide de l'UCI cet hiver à Châtel, dans le domaine des Portes du Soleil. Je ne sais pas si la technique est comparable à celle du ski, Vivian, de ce que vous voyez là. Alors du coup, il y a quand même un aspect de trajectoire, c'est sûr. Et j'allais dire, de toute façon, ça c'est dans les Portes du Soleil qu'ils ont fait ça, parce que là sur le vélo, en ce moment, ils sont vraiment à haut niveau. Et ben, c'est une manière de réinventer aussi nos sports de glisse, au final. Et le vélo est vraiment en train de prendre beaucoup de place. Et j'avais pas vu cette course, donc c'est une découverte. Voilà, c'est français Pierre Thévenard qui est devenu le premier champion du monde de VTT sur neige. Tom, faites du VTT, pas sur neige, mais de façon classique aussi ou pas? Pas trop. Pas trop? Pas trop, ouais. Ah, il y a quand même un domaine où vous êtes encore prenable. Ouais, non, pas trop. C'est vrai. On se fait, je me ferais mal en VTT, c'est sûr. Je me connais. Bon, rayon librairie, j'ai deux nouveautés à vous présenter. Ce roman, d'abord, signé par le journaliste Guillaume Desmures. Il se déroule à Chamonix, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vous lis le pitch, ça va peut-être vous rappeler des choses. Alex, jeune aspirant guide, s'échappe vers la lumière en traçant une voie d'escalade qu'il offrira à la femme qu'il aime. Elle s'appelle Saskia, c'est le titre du roman. Mais une histoire surgit d'un lointain passé, se dresse entre les amants et l'amour cède à la mer. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je trouvais qu'il y avait quelques petites similitudes comme ça là-dessus. C'est pour quand le guide? Parce que vous êtes aspirant guide encore aujourd'hui, Tom, le diplôme officiel Et si tout va bien, c'est cet été. Je finis au mois de septembre. Ouais. Vivian fait partie des examinateurs ou pas, non? Et non, pas sur la fin. Il aurait pu, mais non. Bon, donc il n'y aura pas de passe droit. Non. Un autre livre qui vient de sortir aux éditions Guérin, Vers l'Everest. Voilà, c'est signé par Georges Mallory. Mallory fut le premier explorateur de l'Everest au début du XXe siècle. Il disparut d'ailleurs en tentant l'ascension du toit du monde le 8 juin 1924. Son corps qu'on voit là, momifié, sera retrouvé en 1999 sur les pentes de l'Everest, sans permettre de conclure avec certitude s'il avait ou non atteint le sommet avant de mourir. Ça restera un des mystères de l'histoire de la montagne. Et il écrivait beaucoup, Mallory, pendant ses expéditions, des petits carnets. Ce sont ces textes qui viennent d'être traduits pour la première fois en français et donc publiés à titre posthume aux éditions Guérin-Paulsen. Il y a d'ailleurs quelques voix Mallory, je crois, dans le massif du Mont-Blanc. Hein. Ah oui. Bon, on a fait un peu, on va dire, nos armes dans ces itinéraires-là. C'est sûr, à l'Aiguille du Midi, c'est vraiment, entre guillemets, presque un passage obligatoire pour un skieur de pentraide, même si maintenant, en fait, vu l'accessibilité et du coup, tu peux avoir un petit peu de monde, donc tu as aussi d'autres choses à gérer qui sont un peu moins sympas. Mais oui, un grand et bel itinéraire. Bon, et puisqu'on parle de carnet publié à titre posthume, je ne pouvais pas finir cette émission, même si ce n'est pas une nouveauté, sans reparler de ce livre écrit par Jean-Christophe Lafaille, l'autobiographie posthume du plus grand himalayiste de sa génération. C'est aussi aux éditions Paulsen-Guérin. Il écrivait beaucoup, Jean-Christophe, ces carnets qui ont servi à élaborer ce livre après sa mort. Tom, vous les avez, j'imagine, consultés. Ça doit faire partie du patrimoine de la famille? Ouais, beaucoup. Alors, il y a des carnets où c'était ma sœur qui avait une partie des carnets et moi, j'en avais une autre partie. Mais c'est vrai que je me suis jeune, quand j'ai vraiment découvert la montagne, j'ai eu une période, je me suis bien plongé dedans. Ouais, ça a été un beau voyage dans les carnets. Et puis, vraiment, pour le coup, c'était vraiment ces carnets, quoi. Donc c'était très sympa, ouais.
Je vous écris de là-haut. On n'a jamais retrouvé le corps de Jean-Christophe. Sa femme, votre maman Katia, évoque d'ailleurs dans le livre le fait qu'il serait tombé dans une crevasse. Il y a une anecdote surprenante dans ce livre, c'est son gris-gris qu'il servait à s'auto-assurer, qu'il avait le jour de sa disparition et qui a été retrouvé sur cette montagne quelques années plus tard par un Sherpa. Ouais, et exactement. Et je me souviens, dans le livre, il y a la photo du Sherpa avec le gris-gris. C'est ce gris-gris, je m'en suis jeune, je m'en suis beaucoup servi. Hein. Je grimpais beaucoup tout seul. J'aimais bien. J'avais fait 2-3... Et là, la photo. Ouais, exactement. En 2011, je crois. Donc, 5 ans après, sa disparition. 5 ans après sa disparition. C'est même étonnant de retrouver... Ah, mais c'est fou. Et il est comme neuf. C'est assez étonnant, ouais. Voilà, il y a ceux qui s'intéressent à l'histoire de la montagne et des alpinistes. C'est un livre qui permet de replonger dans une époque. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux. Ça paraît désuet d'écrire comme ça ces notes de course sur des petits carnets. Est-ce que vous le faites, vous, tous les deux? Alors, je pense que Vivian le fait plus et mieux que moi, mais non, ça arrive quand même en expédition, notamment quand même où moi je me retrouve justement plus dans ces moments-là en expédition où vraiment on est coupé, on est coupé de tout. Notre carnet, c'est notre refuge et il n'y a pas grand-chose d'autre au final. Du coup, on n'a pas l'esprit qui est pris par le téléphone qui sonne ou ce qu'on doit faire. Non, là, on est sur un camp de base et du coup, ces moments-là mènent à se réfugier un peu dans un carnet. Ouais. Vivian, il y a matière à publication de vos écrits? Moi, c'est vrai que j'écris beaucoup et j'aime beaucoup l'écriture. Après, je suis pas trop papier, je suis pas trop carnet. J'écris sur mon ordi au maximum, pas trop sur le téléphone, mais en tous les cas, j'aime beaucoup écrire et j'aime écrire sur des thèmes que je vis la journée, que je vis en montagne, voilà. Et oui, j'essaye de faire grandir au fur et à mesure cette petite collection que j'aime bien et puis voilà, on verra le futur. Bon, on découvrira peut-être vos écrits tous les deux dans quelques années. En tout cas, c'était très sympa de vous avoir ensemble, 2 générations de skieurs de Pentraide sur ce plateau. Bonne continuation dans vos projets et puis nous on se retrouve dans Grand Air très vite pour d'autres aventures.